Croissance et mondialisation. L'essentiel du cours. Vers 1850, le monde entre dans une longue période de croissance économique. D'abord dominée par les économies monde britanniques puis américaines, la croissance économique mondiale devient multipolaire à l'aube du XXIe siècle. Quelles sont les manifestations et les rythmes de la croissance? Comment sommes-nous passés d'économies mondes successives à la mondialisation? Retenez cette première idée clé. La croissance économique observée dans le monde occidental remonte aux années 1850. Elle prend appui sur l'industrialisation des pays occidentaux. Il faut distinguer trois grandes phases dans ce processus d'industrialisation. La première débute avant 1850. Elle est fondée sur l'exploitation du charbon et du fer, l'énergie produite par la machine à vapeur, la production textile et le transport par chemin de fer. À partir de 1850, démarre une seconde période d'industrialisation basée sur le développement de la chimie et l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, l'électricité et le pétrole. Dans les années 1970, le monde connaît une troisième phase d'industrialisation. Celle-ci est marquée par le développement de l'électronique qui permet l'automatisation des tâches dans tous les secteurs de l'économie. Notez qu'à partir de 1990, les techniques de l'information et de la communication transforment les sociétés industrielles en sociétés de communication. Ainsi, la croissance économique semble constituer un processus continu depuis 1850. Mais cette idée doit être nuancée. Les rythmes de la croissance économique sont inégaux. À des périodes de croissance soutenue succèdent des périodes de ralentissement. Notez en premier lieu que jusqu'en 1945, le taux de croissance reste faible car l'agriculture domine encore l'économie et le pouvoir d'achat des consommateurs est limité. Par ailleurs, la croissance connaît des ralentissements ou crises. Ainsi, entre 1873 et 1895, mais surtout en 1929, ou après l'effondrement de la bourse de New York, le volume du commerce mondial chute de 25% et la production de 40%. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde renoue avec une croissance soutenue. On entre dans les 30 glorieuses. De 5% en moyenne, la croissance s'explique par une énergie bon marché, l'augmentation de la demande intérieure et du commerce international. À nouveau, dans les années 1970, le monde connaît un ralentissement de la croissance. Celle-ci stagne à 2%. Les prix et le chômage augmentent. Le premier choc pétrolier de 1973 agit comme un détonateur et révèle la dépendance énergétique des pays industrialisés. Observons maintenant les pays moteurs de la croissance économique depuis 1850. Quels sont-ils? À la fin du XIXe siècle, le Royaume-Uni domine l'économie mondiale et multiplie les accords de libre-échange avec ses partenaires. Son vaste empire colonial lui fournit les matières premières nécessaires à sa production industrielle et sa flotte, la plus puissante du monde, protège les routes commerciales. La bourse de la City de Londres devient incontournable, la livre sterling est la monnaie de référence et Liverpool est le premier port de l'économie monde britannique. Après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni se trouve dépassé par les États-Unis, qui deviennent le modèle de la réussite capitaliste. Le succès industriel du pays est basé sur de grandes entreprises et de nouvelles formes d'organisation du travail comme le taylorisme. Après 1945, les États-Unis restent le moteur de la croissance mondiale. Au cœur du nouveau système monétaire international, le dollar est la monnaie de référence. À partir de 1947, grâce à l'aide financière du plan Marshall, les produits américains pénètrent les marchés européens. Cependant, les années 1990 marquent une véritable rupture dans l'histoire économique du monde. Le libre-échange s'impose à toute la planète. Les barrières douanières sont assouplies sous l'égide de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce.
Désormais, les acteurs de la croissance sont les grandes firmes transnationales qui délocalisent leur production vers des pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse. Une nouvelle division internationale du travail apparaît. Les pays du Nord, le Japon et l'Union européenne, aux côtés des États-Unis, conservent les technologies de pointe, la recherche et les services, cependant que la production et l'assemblage sont laissés dès les années 1980 aux nouveaux pays industrialisés d'Asie. Concluons. La croissance économique a donc été globalement continue depuis le XIXe siècle et tout au long des différentes phases d'industrialisation qui l'ont accompagnée. Depuis les années 1970, la croissance semble moins soutenue, car elle a changé de nature. Elle n'est plus liée à la production industrielle et à la création d'emplois, mais au commerce et à la finance. D'abord britannique au XIXe siècle, puis américaine au XXe siècle, l'économie monde est devenue multipolaire à l'aube du XXIe siècle. On parle de mondialisation. Aujourd'hui, les États-Unis conservent un rôle moteur dans ce processus, mais ils sont fragilisés par de nouveaux acteurs. La Première Guerre mondiale. L'essentiel du cours. La Grande Guerre, qui se déroule de 1914 à 1918, fait basculer le monde dans une violence extrême. Comment l'expérience combattante marque-t-elle les sociétés? Comment s'organise la paix à l'issue du conflit? Mais en premier lieu, demandons-nous quelles sont les causes de ce conflit. On peut en citer trois principales. Tout d'abord, la volonté hégémonique de pays comme l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie occupe la Bosnie-Herzégovine, où vivent de nombreuses minorités nationales. L'Allemagne contrôle l'Alsace-Lorraine depuis 1870, ce qui crée des tensions avec la France. Ensuite, la course aux colonies, que se livrent les puissances européennes. Elle provoque des crises, par exemple au Maroc, entre la France et l'Allemagne en 1905 et 1911. Enfin, l'existence d'alliances défensives entre pays européens. La Triple Alliance regroupe l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. À l'opposé, la Triple Entente réunit la France, le Royaume-Uni et la Russie. Un événement met le feu aux poudres. Le 28 juin 1914, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo. L'Autriche accuse la Serbie et la Russie, son allié, se porte à son secours. L'Europe sombre alors dans un conflit qui durera 4 ans. Pendant tout le conflit, les champs de bataille sont les théâtres d'une violence sans limite. La guerre commence par une vaste offensive allemande. À la fin de 1914, le front se stabilise des Vosges à la mer du Nord. L'Italie rejoint alors l'Entente et l'Empire ottoman renforce la Triple Alliance. Une phase de guerre de position se déroule ensuite de 1915 à la fin de 1917. Les soldats sont enterrés dans des tranchées où ils sont bombardés, asphyxiés, souffrent du froid et de la faim. L'intensité du feu cause de graves traumatismes corporels et psychologiques, notamment lors des batailles de Verdun et de la Somme en 1916. À l'Est, les actes de déshumanisation de l'ennemi se multiplient. Le génocide d'1,5 million d'Arméniens par les Turcs ottomans constitue un paroxysme de la violence infligée aux civils. Les années 1917-1918 marquent un tournant dans le conflit qui devient mondial. Le 2 avril, les États-Unis interviennent aux côtés de l'Entente, mais en décembre, la Russie sort du conflit, secouée par une vague révolutionnaire. Au début de 1918, la remobilisation permet la reprise d'une guerre de mouvement et la victoire de l'Entente. L'Allemagne signe un armistice à Rotonde le 11 novembre. Pourquoi dit-on de ce conflit qu'il s'agit d'une guerre totale?
en premier lieu du fait de la mobilisation massive des populations, des soldats comme des civils qui sont appelés à travailler dans les usines pour fournir l'armée. Tous les Européens sont par ailleurs soumis au bourrage de crâne et plongés dans une culture de guerre où la haine de l'ennemi est véhiculée par tous les moyens. Le bilan humain de ce conflit est effroyable. Pendant ces 4 années, 67 millions de soldats ont été mobilisés et presque 10 millions sont morts. La vue des gueules cassées, c'est-à-dire des 18 millions d'anciens combattants blessés, entretient longtemps le souvenir de la guerre. Comment organiser la paix après un conflit aussi meurtrier? Il s'agit tout d'abord de réorganiser la carte de l'Europe. Le traité de Versailles règle le sort de l'Allemagne, qui est démilitarisée, occupée par les troupes françaises dans la région de la Rhénanie. Rendue moralement responsable du conflit, elle doit payer de lourdes réparations, perd toutes ses colonies et son territoire est coupé en deux par le corridor de Danzig. Il s'agit ensuite de préserver la paix. En 1920 est créée la SDN, ou Société des Nations. Elle a pour objectif d'éviter les conflits et remplacer la diplomatie secrète par la négociation publique. Récapitulons les idées clés. La Première Guerre mondiale constitue en ce début de XXe siècle la première expérience des violences combattantes portées à leur paroxysme. D'un caractère total, elle laisse en 1918 des sociétés bouleversées, dans lesquelles le deuil devient un enjeu de mémoire. De fait, ce conflit entraîne la brutalisation des rapports sociaux et la montée des pratiques totalitaires dans les années 1920 et 1930 et porte en germe la Seconde Guerre mondiale. Genèse et affirmation des régimes totalitaires. L'essentiel du cours. Un régime totalitaire asservit une société à un État et règne par l'idéologie et la terreur. Utilisé pour la première fois pour caractériser le régime italien, le terme totalitaire a progressivement englobé l'Allemagne nazie puis l'URSS stalinienne. Pour autant, ces régimes sont-ils comparables dans la façon dont ils se mettent en place et s'affirment dans l'entre-deux-guerres? On peut dire que les régimes totalitaires soviétiques, italiens et allemands sont tous les trois nés de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? En 1917, affaiblie par la guerre, la Russie connaît une vague révolutionnaire qui porte au pouvoir le parti bolchevique. Celui-ci, qui doit faire face à une guerre civile, prend une série de mesures radicales. Les entreprises sont nationalisées, la société est surveillée, les paysans riches sont éliminés. Le pouvoir est confisqué aux assemblées populaires, les soviets, au bénéfice du seul parti bolchevique dont Lénine est le représentant. Des pratiques totalitaires se mettent en place. L'Italie, quant à elle, est victorieuse en 1918, mais elle n'obtient pas les terres promises par les Alliés. Les nationalistes, comme les faisceaux de combat ou partis fascistes fondés en 1918 par Mussolini, dénoncent cette victoire mutilée. En 1918, l'Allemagne est elle aussi secouée par une révolution qui pousse l'empereur à abdiquer. La République de Weimar signe le traité de Versailles, très défavorable au pays. Le Parti national-socialiste, ou Parti nazi, fondé par Hitler en 1920, dénonce ce coup de poignard dans le dos. Autre facteur d'explication de la montée des totalitarismes, la crise économique et sociale des années 1930. En Italie, les inégalités entre le nord, industrialisé, et le sud, agricole, rendent difficile le retour à la croissance après la guerre. La démobilisation de millions d'hommes entraîne l'augmentation du chômage, mais aussi des grèves. De son côté, l'Allemagne subit lourdement la crise de 1929.
En 1932, le taux de chômage atteint 30%. Le mécontentement de la population et la peur du communisme favorisent ainsi l'ascension des fascismes allemands et italiens. Comment Staline, Mussolini et Hitler parviennent-ils néanmoins légalement au pouvoir? Commençons par Staline. À la mort de Lénine en 1924, Staline, secrétaire du Parti communiste, profite des tensions politiques internes pour renforcer son influence. Il s'assure de l'appui d'une clientèle fidèle, les membres les plus influents du parti, et élimine ses rivaux, dont Trotsky. En Italie, Mussolini organise une marche sur Rome de 30 000 chemises noires. Impressionné par ce coup de force, qui n'est pas un coup d'État, le roi Victor Emmanuel III le nomme Premier ministre en 1922. En Allemagne, le parti nazi obtient 44% des suffrages aux élections législatives de 1933. Sous la pression des milieux d'affaires, le président Hindenburg nomme Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Examinons maintenant les points communs entre les trois régimes mis en place. Ces régimes sont tout d'abord antidémocratiques, organisés autour d'un parti unique et mené par un guide emblématique. En effet, en Allemagne comme en Italie et en URSS, les structures du parti unique se superposent à celles de l'État. Le débat démocratique n'existe plus, les ordres du chef ont force de loi. La propagande organise en leur faveur un véritable culte de la personnalité. Ils sont les guides incontestés d'une idéologie qui ne supporte aucune contestation. Ces régimes totalitaires embrigadent, encadrent et surveillent totalement leur population. C'est leur deuxième caractéristique. Enfin, troisième caractéristique, les régimes totalitaires interviennent étroitement dans l'économie de leur pays. Dans les trois régimes, la production nationale est dirigée par l'État. Priorité à l'industrie lourde en URSS, priorité aux grands travaux en Allemagne et en Italie afin de lutter contre le chômage. Si les structures des trois projets totalitaires sont les mêmes, les idéologies qu'ils défendent n'en sont pas moins différentes. Ainsi, l'idéologie nazie se distingue fortement du stalinisme et du fascisme par son expansionnisme et son antisémitisme. Expansionnisme. Hitler prône la réunification des populations de culture et de langue allemande. C'est le pangermanisme. La guerre doit permettre à la race aryenne de conquérir un espace vital. Antisémitisme. Le nazisme sacralise la race aryenne, dont Hitler veut garantir la pureté. On connaît les conséquences de cet antisémitisme. Récapitulons. Les totalitarismes naissent dans des sociétés brutalisées par la Première Guerre mondiale et déstabilisées par la Grande Dépression des années 30. Ils accèdent au pouvoir légalement et s'y maintiennent par l'embrigadement de la population et la terreur policière. S'ils sont identiques par leur structure, ces régimes présentent toutefois des idéologies différentes. Le nazisme est par essence raciste et expansionniste et mène l'Europe vers un second conflit mondial. La Seconde Guerre mondiale. L'essentiel du cours. « 20 ans après la fin de la Grande Guerre, la politique d'Adolf Hitler mène à un nouveau conflit mondial entre 1939 et 1945. Un certain nombre d'éléments montrent qu'un nouveau seuil de violence est franchi pendant ce conflit. Quels sont-ils ? Commençons par rappeler les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit est européen dans sa première phase. Alliée avec l'Italie et le Japon, l'Allemagne engage en 1939 une guerre éclair contre la Pologne
et le nord de l'Europe. En mai 1940, ces armées envahissent les Pays-Bas, la Belgique, puis la France. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe un armistice et la France se retrouve occupée. Le Royaume-Uni est désormais seul en guerre contre le Reich. Puis, à partir de 1941, le conflit se mondialise. La Yougoslavie, la Grèce et l'Égypte sont envahies. Le 22 juin 1941, Hitler se retourne contre l'URSS, avec qui il avait signé un pacte de non-agression. Le 7 décembre 1941, les États-Unis, attaqués à Pearl Harbor par les Japonais, déclarent la guerre aux forces de l'Axe. Entre avril 1942 et février 1943, les Américains stoppent l'avancée japonaise dans le Pacifique, tandis qu'avec les troupes britanniques, ils font reculer l'ennemi en Afrique. L'année 1943 sonne le début des victoires de la Grande Alliance. La victoire soviétique à Stalingrad marque l'échec de la guerre éclair sur le front de l'Est. Les Alliés débarquent en Sicile en juillet 1943, puis en Normandie le 6 juin 1944 et en Provence le 15 août. Le 8 mai 1945, l'armée allemande capitule à Berlin. Voyons maintenant ce qui fait de ce conflit une véritable guerre d'anéantissement. Pendant toute la guerre, la cruauté se banalise sur les champs de bataille. Les prisonniers sont souvent éliminés, comme c'est le cas sur le front de l'Est, où ils succombent à des marches forcées. Dans le Pacifique, les Japonais et les Américains se laissent aller à une pulsion exterminatrice à caractère raciste. Les civils ne sont pas épargnés par ces exactions lors des invasions et des retraites. S'en prendre aux civils devient une stratégie militaire. Ils sont les victimes des raids aériens en Angleterre en 1940, en Allemagne en 1945 et au Japon lors des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Une autre spécificité du second conflit mondial réside dans l'occupation de l'Europe par l'Allemagne nazie. Qu'en est-il concrètement ? À compter de 1942, l'Europe est réorganisée au service du Reich. Victime d'un véritable pillage économique, ses matières premières et ses ressources alimentaires sont réquisitionnées. L'Allemagne exige même des indemnités d'occupation et l'envoi de travailleurs en Allemagne. C'est le service du travail obligatoire. De plus, l'Europe occupée est soumise à la terreur. La propagande vante la prééminence de la race aryenne. La Gestapo terrorise la population et pourchasse les résistants qui sont déportés sans jugement dans des camps de concentration à partir de 1941. Les Juifs et les Tziganes sont raflés, déportés et victimes d'un véritable génocide dans des camps d'extermination. Le bilan de ce second conflit mondial révèle des destructions de masse. On compte environ 55 millions de morts dans le monde, mais retenez qu'il s'agit autant de civils que de militaires. L'URSS, avec près de 21 millions de victimes, et la Pologne, sont les pays les plus touchés. Plus de 5 millions de Juifs ont péri. Les destructions sont également matérielles. Les centres industriels, les ports, les axes de communication de l'Europe de l'Ouest ont été soit bombardés, soit sabotés par la résistance. En 1945, l'Europe, en ruine, est à reconstruire. Concluons. On peut dire que, lors de la Seconde Guerre mondiale, un palier a été franchi dans la violence de guerre. En témoigne le nombre de victimes civiles, le génocide des Juifs et l'ampleur des destructions. L'Europe, qui a subi cette entreprise d'anéantissement, doit relever au lendemain du conflit le double défi de la reconstruction et de l'organisation de la paix. La guerre froide, l'essentiel du cours.
La guerre froide, qui se déroule de 1947 à 1990, est un conflit idéologique entre deux puissances, les États-Unis et l'URSS. Elle se caractérise par des crises plus ou moins intenses et par une absence d'affrontement direct. Quels sont les modèles idéologiques qui s'opposent pendant la guerre froide? Quelles sont les principales manifestations de cette opposition? Retenez en premier lieu que la guerre froide est avant tout un conflit entre deux modèles politiques et économiques totalement opposés. Sur le plan politique, le modèle américain est celui de la démocratie libérale, où les libertés fondamentales sont respectées, les élections libres, les pouvoirs séparés. Le modèle soviétique est celui de la démocratie populaire dirigée par un parti unique, celui-ci étant chargé de faire advenir une société égalitaire. Dans le domaine économique, l'opposition est tout aussi radicale. Le capitalisme américain est basé sur la propriété privée et la liberté d'entreprendre, tandis qu'en URSS, les moyens de production sont nationalisés et l'économie est planifiée par l'État. De multiples crises jalonnent l'histoire de la guerre froide. Celle-ci commence à Berlin. Pourquoi cette ville constitue-t-elle un enjeu central? À l'issue de la guerre, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. Les alliés occidentaux, britanniques, français et américains à l'ouest, les soviétiques à l'est. Située au cœur de la zone soviétique, Berlin est elle aussi divisée en 4 zones d'occupation. En avril 1948, les Occidentaux réunissent leurs zones. Les Soviétiques dénoncent cette tentative de création d'un État fédéral et instaurent un blocus autour de Berlin-Ouest. Durant une année, la ville est ravitaillée par avion grâce à un pont aérien mis en place par les États-Unis. L'URSS cède et lève le blocus. Cette première crise a pour conséquence la création en 1949 de 2 États, la RFA, République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, et la RDA, République démocratique allemande, à l'est. Berlin-Ouest représente dès lors une vitrine du monde libre. Et en 1958, Khrouchtchev tente à nouveau de l'isoler. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la construction d'un mur autour de la zone occidentale commence, séparant la ville en 2 durablement et empêchant la fuite de milliers d'Est-Allemands vers l'ouest. Les Occidentaux dénoncent ce mur de la honte, mais n'envisagent aucune action concrète. En 1962, l'apogée des tensions est atteint lors de la crise de Cuba. L'île de Cuba est contrôlée depuis 1959 par Fidel Castro, allié à l'URSS. En octobre 1962, des avions américains y repèrent des rampes de lancement de missiles. Le président Kennedy brandit alors la menace nucléaire et impose un blocus sur Cuba. Après plusieurs jours d'une vive tension, Khrouchtchev cède. Cette crise est caractéristique de la guerre froide. L'opposition y est directe mais sans affrontement entre les deux grands. Chaque camp utilise l'intimidation mais la crise se règle par la négociation. Le monde est néanmoins passé très près d'un conflit nucléaire. Les deux grands réalisent alors qu'une détente est nécessaire. Cependant, l'opposition entre les deux grands trouve un nouveau terrain d'affrontement au Vietnam à partir de 1964. Anciennement englobé dans l'Indochine française, le Vietnam a gagné son indépendance à l'issue d'une guerre de décolonisation. Mais c'est un pays divisé depuis les accords de Genève de 1954. Le Vietnam du Sud est soutenu par les États-Unis, alors que le Vietnam du Nord est sous contrôle communiste. Une guérilla est menée au sud par les Viet Cong, armés et soutenus par l'URSS et la Chine. Les Américains craignent la contagion du communisme dans la région, ce qu'ils appellent la théorie des dominos. C'est pour cette raison que le président américain Kennedy envoie en 1961 des troupes chargées d'encadrer les combattants sud-vietnamiens. À partir de 1964, les États-Unis renforcent leur engagement militaire dans la région.
Pendant 3 ans, le Vietnam reçoit plus de bombes que toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré leur supériorité militaire, les États-Unis s'enlisent et doivent se retirer du Vietnam en janvier 1973. La guerre du Vietnam a été un véritable traumatisme pour la grande puissance. L'impact médiatique en particulier est terrible. Les caméras du monde entier révèlent les horreurs de la guerre, l'usage du napalm, les bombardements, les massacres de civils. Concluons. La guerre froide domine toutes les relations internationales de la deuxième moitié du XXe siècle. La ville de Berlin en est un enjeu pendant toute la période. La crise de Cuba en constitue un paroxysme. La guerre du Vietnam est un conflit armé particulier, marqué par la défaite américaine. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, devenant à nouveau un symbole, celui de la fin de la guerre froide et de l'effondrement du modèle communiste. Le temps des dominations coloniales. L'essentiel du cours. La colonisation menée à partir des années 1880 par les puissances européennes, au premier rang desquelles la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, est un phénomène complexe. Interrogeons-nous en premier lieu sur les motivations des puissances colonisatrices. Celles-ci sont avant tout politiques et diplomatiques. L'Angleterre souhaite maintenir sa place de première puissance coloniale et maritime en limitant l'expansion des autres nations européennes. La France, elle, souhaite retrouver son prestige perdu à la suite de la guerre contre la Prusse en 1870. Les facteurs économiques ne doivent pas être négligés. Souvenez-vous qu'au XIXe siècle, l'Europe connaît une période d'industrialisation. Les Européens sont donc à la recherche à la fois de matières premières et de nouveaux débouchés pour écouler leur production industrielle. L'intervention des Européens s'explique également par la volonté de diffuser la civilisation et de christianiser un monde considéré comme païen. La colonisation prend des formes diverses. Prenons l'exemple de l'Empire français. En 1914, cet empire comprend l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Soudan, l'Indochine, mais toutes les colonies n'ont pas le même statut. Ainsi, l'Algérie, divisée en 3 départements, fait partie intégrante de la métropole. C'est une colonie de peuplement. Une importante population blanche y vit. La plupart des autres colonies sont des colonies d'exploitation. Elles sont dirigées de la métropole par l'intermédiaire d'un gouverneur. Dernier cas, celui de la Tunisie ou du Maroc sous protectorat. Chacun de ces pays a un gouvernement autochtone, mais subordonné à la métropole. Venons-en aux conséquences de cette domination coloniale. Elles sont largement négatives pour les populations colonisées. La colonisation s'est accompagnée de l'exploitation des populations locales, notamment par le travail forcé. Par ailleurs, l'économie coloniale a déstabilisé les économies locales. Les cultures d'exportation se sont faites au détriment des cultures vivrières nécessaires à la survie des populations. Parallèlement, les importations de produits industriels dans les colonies ont concurrencé fortement l'artisanat local. Du côté européen, la colonisation et notamment le partage de l'Afrique a entraîné l'accroissement des tensions entre puissances européennes rivales. On peut citer les crises qui ont opposé la France à l'Allemagne, au Maroc en 1905 et 1911. Ces rivalités expliquent en partie le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour finir, il est important d'évoquer les contestations qui apparaissent à la suite de l'expansion coloniale européenne dans les colonies et en métropole. L'apparition des premières contestations autochtones date de la fin du XIXe siècle.
elles sont surtout le fait des anciennes élites dépossédées de leur pouvoir. Les années 1930 marquent le passage de revendications bourgeoises et réformistes à des revendications populaires et indépendantistes. Ce nationalisme colonial est renforcé par l'action de leaders charismatiques formés à la pensée occidentale, comme Nehru en Inde. Le rôle de l'influence communiste n'est pas à négliger, notamment au Vietnam avec Ho Chi Minh. Dans les métropoles, l'anticolonialisme naît avec l'impérialisme colonial. Dès les années 1880, des voix s'élèvent dans les métropoles pour critiquer l'expansion coloniale. Cette opposition se développe dans l'entre-deux-guerres, sous l'impulsion notamment du Parti communiste qui critique l'impérialisme capitaliste. Retenez ces idées clés. La colonisation européenne trouve ses racines dans le contexte politique, économique et idéologique de l'âge industriel. L'impérialisme colonial soulève très vite des oppositions, tant dans les colonies que dans les métropoles. Les revendications qui se développent durant la période de l'entre-deux-guerres annoncent la vague de décolonisation des années 1940-1970. La décolonisation, l'essentiel du cours. La majorité des colonies des empires européens accèdent à l'indépendance dans les années 1940 à 1960. Quelles ont été les différentes voies d'accès à l'indépendance? Comment ont réagi les métropoles? Commençons tout d'abord par analyser les facteurs qui conduisent à la décolonisation. Celle-ci est liée à la montée des mouvements indépendantistes dans la première moitié du XXe siècle. En Inde, le parti du Congrès qui se structure autour des figures de Gandhi et Nehru réclame dès 1942, dans la résolution Quit India, le départ des Britanniques. Cependant, c'est le contexte international de l'après-guerre qui enclenche véritablement la décolonisation. La perte de prestige des puissances coloniales, la création de l'ONU et le poids des deux grands, États-Unis et URSS, sont autant de facteurs qui la rendent inéluctable. Le processus de décolonisation prend des formes variées, selon le cas pacifique ou violente. Le Royaume-Uni sait que l'indépendance de ses colonies est inéluctable. Il choisit donc d'accompagner le processus de manière à préserver des relations commerciales privilégiées avec ses anciennes colonies. L'indépendance de l'Inde et du Pakistan est proclamée dès juillet 1947. La France, quant à elle, reste très attachée à son empire colonial. En 1945, elle refuse de reconnaître l'indépendance du Vietnam et bascule dans une guerre de décolonisation, la guerre d'Indochine, qui dure jusqu'en 1954. Puis, elle se bat pour conserver l'Algérie française lors d'un conflit meurtrier de 1954 à 1962 qui s'achève avec l'indépendance de l'Algérie. Toutefois, il ne faut pas associer systématiquement la France à une décolonisation violente et l'Angleterre à un processus pacifique. En effet, l'indépendance du Kenya, colonie britannique, est marquée dans les années 1950 par le mouvement rebelle Mau Mau, alors que les colonies africaines françaises accèdent à l'indépendance de façon pacifique en 1960. Voyons maintenant les suites de la décolonisation. Après l'accession à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, les Britanniques fondent le Commonwealth, qui associe le Royaume-Uni et ses anciennes colonies dans un cadre favorisant les relations commerciales. La France, elle, garde des liens étroits avec les anciennes colonies de l'AEF et de l'AOF. Mais l'indépendance algérienne, qui se déroule dans un contexte de quasi-guerre civile, attise le ressentiment tant des Français que des Algériens. Concluons.
Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation marque la fin des empires coloniaux européens. La création de nouveaux États indépendants, tant en Afrique qu'en Asie, donne naissance à ce qu'on a appelé le tiers-monde. Une république, trois républiques. L'essentiel du cours. La Marseillaise, le drapeau tricolore, Marianne, la devise liberté, égalité, fraternité sont les symboles de la République française. Ils véhiculent des valeurs républicaines issues de la Révolution française que les Français se sont progressivement appropriées. Quels sont les fondements de la République française ? Quelle a été son évolution depuis la fin du XIXe siècle? Commençons par étudier l'enracinement de la culture républicaine en France à la fin du XIXe siècle. Quand, à partir de 1879, dans le cadre de la Troisième République, les républicains arrivent au pouvoir, ils mettent en place des lois qui garantissent les libertés publiques. Parmi ces lois, celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permet un essor considérable de la presse d'opinion et la diffusion des idées républicaines sur tout le territoire. Les républicains accordent une attention particulière à l'enseignement qu'ils souhaitent soustraire à l'influence de l'Église. Les lois de 1881-1882 instituent ainsi le principe d'une école gratuite, obligatoire et laïque. La crise due à l'affaire Dreyfus divise la société française en deux camps. Elle ne prend fin qu'avec la grâce de Dreyfus en 1899 et sa réhabilitation en 1906. Celle-ci marque aussi la victoire définitive des Républicains. Alors qu'elles sont désormais acceptées par la majorité des Français, les valeurs républicaines sont remises en cause par l'occupation allemande et le régime de Vichy. Voyons comment, à travers la résistance, des Français ont défendu la République. La résistance rassemble les Français qui rejettent l'armistice du 22 juin 1940 et par là même la collaboration avec l'occupant nazi. Le général de Gaulle est le premier à faire acte de résistance lors de l'appel du 18 juin 1940. L'entrée des communistes dans la résistance en juin 1941, au moment de la rupture germano-soviétique, est un tournant décisif pour le mouvement. En vue de renforcer la légitimité du général de Gaulle, Jean Moulin crée en mai 1943 le Conseil national de la résistance. Le CNR annule les lois de Vichy et désigne de Gaulle comme chef de la résistance. Lors de la libération, le général est accueilli avec enthousiasme par la population française. Il devient le chef du gouvernement provisoire de la République française. S'impose alors l'impératif de refonder la République en rédigeant une nouvelle constitution. Par le double référendum d'octobre 1945, au suffrage universel, les Français se prononcent en faveur de l'élection d'une assemblée constituante, mettant ainsi fin à la Troisième République. Les trois partis dominants se retrouvent au pouvoir, c'est la naissance du tripartisme. Mais leurs conceptions de la République à venir sont opposées. La constitution de la Quatrième République est finalement adoptée le 13 octobre 1946 par référendum avec 53% de oui. Cette faible majorité ne permet pas à la Nouvelle République de s'appuyer sur un large soutien populaire. Par ailleurs, le tripartisme est bientôt menacé par des divergences croissantes entre le PCF et les autres partis. La Quatrième République se retrouve minée par l'instabilité ministérielle et son incapacité à résoudre, à partir de 1954, le problème algérien. C'est dans ce contexte que se fait le retour au pouvoir du général de Gaulle. De Gaulle charge Michel Debré, ministre de la Justice, de diriger la rédaction d'une nouvelle constitution qui est adoptée en septembre 1958.
En décembre 1958, il est élu premier président de la Ve République avec 80% des voix. Comment caractériser cette nouvelle constitution qui est encore la nôtre aujourd'hui? En premier lieu par le renforcement de la séparation des pouvoirs et l'affirmation de l'autorité de l'État. L'objectif premier de De Gaulle est de mettre fin au régime d'assemblée qui caractérise les 3e et 4e Républiques et à son corollaire, l'instabilité ministérielle. Le poids du président de la République est ainsi considérablement renforcé. Il peut dissoudre l'Assemblée, consulter les Français par référendum, prendre les pleins pouvoirs. L'Assemblée nationale, elle, a un rôle purement législatif et budgétaire. Résumons notre propos. Héritées de la Révolution française, les valeurs républicaines ont encore besoin d'être consolidées au début de la Troisième République. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elles sont le refuge des résistants qui s'en inspirent pour construire la Quatrième République après la Libération. En 1958, la République change de forme, mais les valeurs républicaines restent le fondement de la nouvelle Constitution. C'est encore le cas plus de 60 ans après. Comprendre les territoires de proximité. L'essentiel du cours. Il s'agit de se demander, d'une part, quels sont les objectifs, les formes et les acteurs de l'aménagement des territoires, d'autre part, quel rôle y jouent les régions. En France, quels sont les objectifs de l'aménagement des territoires? On peut en distinguer 3. En premier lieu, améliorer le développement économique des territoires. Cela peut passer par le soutien à des projets de recherche-développement, comme les pôles de compétitivité. Le soutien peut également être assuré par l'amélioration et l'accessibilité de la couverture numérique. Deuxième objectif, développer la cohésion sociale, en réduisant les écarts. Il s'agit notamment d'aide à la formation initiale ou continue, pour améliorer la qualification de la population, d'équipements et de financements spécifiques pour les zones en difficulté. Parmi ces zones figurent les quartiers en crise qui bénéficient souvent du statut de zone urbaine sensible ou encore les espaces de la diagonale des faibles densités qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées centrales. Troisième objectif, enfin, protéger l'environnement. Le but est de concevoir des aménagements qui suscitent un développement économique et social tout en préservant les ressources. Retenez que l'aménagement des territoires est multiforme. Il est pensé à différentes échelles. Il concerne aussi bien les territoires de la vie quotidienne, ronds-points, construction d'une école élémentaire, etc., que des infrastructures et équipements dont l'influence est nationale, zones industrielles ou portuaires, lignes TGV, etc. Il concerne par ailleurs tous les types de territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et tous les types d'activités, qu'il s'agisse du logement, de la production, des loisirs ou de la formation. Venons-en aux acteurs de l'aménagement du territoire. Ils sont de plus en plus nombreux. D'abord, l'État. En France, l'État a lancé une politique volontariste d'aménagement du territoire en 1963. Avec les lois de décentralisation de 1982-83 et de 2004, il a délégué une large partie de ses compétences aux collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les régions. L'Union européenne, de son côté, participe au financement de l'aménagement des territoires par les politiques sectorielles, comme la politique agricole commune, ou par l'aide à l'équipement. Enfin, l'aménagement du territoire n'est pas réalisé que par les acteurs institutionnels. La population et les entreprises y participent aussi en choisissant leur lieu de vie par exemple. L'aménagement du territoire ne signifie pas toujours de grandes réalisations. Les régions, au sens administratif, sont un acteur important de l'aménagement du territoire. En France, elles ont en charge la formation professionnelle et la construction des lycées.
Elles peuvent verser des subventions, elles sont responsables du transport régional. Elles élaborent des programmes d'aménagement régional qui fournissent les orientations principales de mise en valeur. Elles s'associent à l'État par le biais des contrats de plan État-région, à l'Union européenne et aux autres collectivités territoriales pour les mettre en œuvre. Leurs finances sont issues de l'impôt, des dotations de l'État et de l'emprunt. Au sein de l'Union européenne, selon les pays, les régions ont des pouvoirs plus ou moins importants. Dans les pays fédéraux comme l'Allemagne ou la Belgique, les régions ont des pouvoirs beaucoup plus importants qu'en France. Les compétences de l'État fédéral concernent les questions dites régaliennes, comme la monnaie ou la politique extérieure. Pour le reste, les régions sont autonomes et se distinguent fortement les unes des autres en ce qui concerne notamment la gestion de leur territoire. En Espagne, qui est un État central divisé en 17 communautés autonomes, le degré d'autonomie par rapport à l'État central est variable. La Catalogne est une des communautés où l'autonomie est la plus forte. Dans cette région puissante, la population élit son parlement, lequel choisit le gouvernement et le président de la communauté autonome de Catalogne. Récapitulons. L'aménagement des territoires concerne tous les aspects de la vie quotidienne. À ce titre, tous les territoires sont touchés. Les acteurs qui le mettent en œuvre sont multiples, mais ils ont des poids différents selon les pays, comme en témoigne l'exemple des régions. Valoriser et ménager les milieux. L'essentiel du cours. Quand on parle de milieux, on pense qu'il s'agit d'espaces naturels. En réalité, tous les milieux sont transformés avec divers objectifs. Mettre en valeur, se protéger des risques, éviter les dégradations. Sur ce thème, il y a 3 idées clés à retenir. Première idée, valoriser les milieux, c'est en exploiter les ressources. En France, la diversité des milieux est un réel atout économique. Sites touristiques, terroirs agricoles, forêts, on parle alors de ressources, puisque ces milieux constituent une richesse exploitée. La France est ainsi le pays qui accueille le plus de touristes au monde. Sur le plan énergétique, le pays a des ressources limitées en énergie fossile, mais pourrait tirer profit du passage aux énergies renouvelables en développant les champs d'éoliennes, les panneaux solaires. Les grands barrages hydroélectriques fournissent déjà 8% de l'électricité produite en France. Dans tous les cas, la mise en valeur des ressources suppose des aménagements. Par exemple, l'édification de barrages ou la construction de routes pour permettre d'accéder à un site touristique. Deuxième idée clé, valoriser les milieux suppose de prendre en compte les risques. Vous connaissez probablement les principaux risques naturels. Ils peuvent être climatiques, citons les tempêtes de 1999, la sécheresse de 2003, sismiques ou volcaniques. Mais les sociétés aggravent le plus souvent les aléas naturels. Ainsi, dans 90% des cas, les départs de feu ont une origine humaine. D'autres risques sont complètement créés par l'homme. Ce sont les risques technologiques, dont l'activité industrielle est la principale cause. Ce fut malheureusement le cas à Toulouse en 2001 avec l'explosion de l'usine AZF. La France a développé une gestion des risques assez efficace. Cela va de la prévision, par exemple la surveillance météo, à la gestion des secours, en passant par la prévention. L'outil le plus important à connaître est le plan de prévention des risques. Il délimite des zones non constructibles ou des restrictions selon la dangerosité des zones. On en arrive à la troisième idée. Il importe de ménager les milieux en les protégeant des activités humaines. Vous le savez, de nombreuses activités nuisent à l'environnement. La circulation automobile crée une pollution industrielle. L'urbanisation modifie les écosystèmes.
Une des solutions est donc de créer des espaces protégés. Ce sont les parcs naturels et les réserves. Pour les parcs naturels, il faut distinguer les parcs nationaux des parcs régionaux. Dans les premiers, une zone est complètement interdite aux activités humaines. Dans les parcs régionaux, il s'agit plutôt de mettre en valeur la nature tout en maintenant les populations. Au-delà de ces zones protégées, de nombreuses initiatives permettent de favoriser un développement durable. On peut citer l'agriculture biologique qui est en pleine croissance. Pour éviter les pollutions et garantir la qualité, cette agriculture respecte une réglementation spécifique qui interdit en particulier les engrais et les pesticides. Autre exemple, la diminution des émissions de CO2 de l'industrie, notamment grâce à la législation européenne et aux progrès techniques. Et puis, il y a les plans d'action appelés Agenda 21 locaux. La ville d'Angers a ainsi mis en place 400 actions réalisées ou en cours dans les domaines de l'habitat, des transports, du recyclage des déchets. Autre succès, les écoquartiers qui naissent dans toutes les villes de France. On cherche à y minimiser les impacts sur l'environnement et à favoriser la mixité sociale. Concluons. Il n'y a plus réellement de milieux naturels en France, puisqu'ils sont en grande partie exploités et source de richesse. Pour autant, il ne faut pas minimiser les risques et les dégradations environnementales. Valoriser les milieux, c'est donc aussi les ménager de manière à ce qu'ils restent une richesse sur le long terme. La France en ville. L'essentiel du cours. Vous le savez déjà, les villes concentrent l'essentiel de la population et de l'activité économique de la France. Quelles sont leurs caractéristiques et quelle influence ont-elles sur le territoire français? Commençons par citer un chiffre assez marquant. Désormais, 82% de la population de la France sont des urbains. Et la population urbaine française continue à croître, mais cette croissance est surtout forte dans les espaces périurbains. Les villes-centres attirent également à nouveau de la population. Notez que les espaces urbains s'étendent aux dépens souvent des terres agricoles. Cette extension est liée à l'amélioration de la mobilité individuelle et à la hausse du niveau de vie. On commence cependant à assister à une densification des espaces périurbains comme si cette extension avait des limites. Retenez cette seconde idée. Cette croissance urbaine va de pair avec un phénomène de métropolisation. Il s'agit d'un processus de concentration de la population et des activités économiques supérieures dans les agglomérations principales. Ce processus est lié à la tertiarisation de l'économie et de la société, ainsi qu'à la mondialisation. Comment caractériser les métropoles françaises? En premier lieu par leur fonction de commandement politique et économique. Les 41 métropoles françaises qui ont plus de 200 000 habitants regroupent ainsi 70% de la population et 85% des emplois de cadres des fonctions métropolitaines. Les métropoles sont par ailleurs les nœuds des principaux réseaux de transport. Elles dominent le réseau urbain national. Face à leur essor, les villes moyennes qui comptent entre 20 000 et 200 000 habitants attirent moins, tant les hommes que les activités économiques. La concentration des activités dans les métropoles se traduit par la multiplication des centres en leur sein. Paris Intramuros offre ainsi 2 centres des affaires. Opéra Bourse Champs-Élysées d'une part et Bercy Gare de Lyon d'autre part. Un centre culturel et universitaire, le quartier latin, un centre politique avec l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale et le Sénat. Des populations au profil très différent, qu'il s'agisse de leurs origines ou de leur niveau de vie, vivent désormais dans les métropoles. Des populations qui se côtoient de moins en moins.
On parle de fragmentation socio-économique et de dissociation. Cette évolution pose des problèmes, surtout lorsqu'on se soucie du développement durable. Les politiques urbaines et l'aménagement des villes visent à répondre à ces contraintes. À l'échelle nationale, les politiques d'aménagement cherchent à développer les métropoles de province sans pour autant affaiblir Paris. À l'échelle locale, la loi Solidarité et Renouvellement urbain modifie les documents d'urbanisme et l'aménagement des villes pour les placer dans une perspective de développement durable. La politique de la ville vise à réduire la fracture socio-économique au sein des agglomérations en concentrant les actions sur les quartiers en difficulté. Dernière idée importante. L'essor des villes est, paradoxalement, à l'origine du renouveau d'une partie des espaces ruraux. Les espaces ruraux proches des villes attirent en effet à la fois de nouveaux résidents et des citadins qui les fréquentent pour leurs loisirs et leurs vacances. Cela permet un renouveau. Les espaces ruraux sont aussi des espaces de production agricole et industrielle qui évoluent afin de répondre à la concurrence croissante. Cela passe notamment par la recherche de la labellisation dans l'agriculture et la mise en place de pôles d'excellence rurale. Cependant, les espaces les plus éloignés des villes et qui ne bénéficient pas d'une image de marque particulière sont en crise à la fois démographique et économique. Ils sont marqués par un vieillissement prononcé de la population, une faible activité économique et un déclin généralisé. On les trouve pour la plupart dans la diagonale des faibles densités dite diagonale du vide qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées centrales. Terminons. Les villes jouent un rôle essentiel dans l'organisation et le fonctionnement du territoire français, de manière directe et indirecte. Soumises à d'importants changements, elles sont l'objet de nombreuses politiques et actions d'aménagement. Mobilité, flux et réseau de communication. L'essentiel du cours. Le constat est clair, on n'a jamais autant bougé en France et hors de France. À l'heure de la mondialisation, les moyens de communication semblent offrir à tous les Français, partout, une connexion au réseau mondial. Est-ce bien le cas ? Commençons par faire le point sur la question des mobilités. À l'échelle internationale, en premier lieu, la France demeure la 4e destination migratoire mondiale. Les immigrants, autrefois surtout européens, sont à présent davantage originaires du Maghreb, d'Afrique noire, mais aussi d'Asie. Inversement, 2 millions de Français vivent à l'étranger, la moitié en Europe, 20% en Amérique. Et puis, il y a les touristes qui visitent la France. 86% sont européens, les Français, eux, partent peu à l'étranger. Et quand ils le font, c'est surtout en Europe, en Espagne et en Italie en particulier. À l'échelle nationale, environ 12% des Français changent de résidence chaque année, pour des raisons familiales ou professionnelles, souvent à petite distance. Ces mobilités recomposent le territoire. Ce sont les régions ensoleillées et littorales qui en profitent, mais aussi à présent les départements ruraux proches des grandes agglomérations. Les mobilités se font également sentir à l'échelle quotidienne. La distance domicile-travail continue de croître, mais les déplacements liés aux activités d'achat ou de loisirs représentent aujourd'hui 75% des mobilités quotidiennes. L'été, des mobilités massives concernent la France du sud et de l'ouest, ainsi que les grandes agglomérations, en premier lieu Paris. Ces mobilités aux différentes échelles s'appuient sur des réseaux de transport et de communication. Comment caractériser les réseaux de transport français ? Ils témoignent de la traditionnelle centralité parisienne. Ainsi, toutes les lignes à grande vitesse ou LGV passent par Paris ou Roissy.
Cela renforce la prééminence des aéroports parisiens. Cependant, le réseau en étoile sur Paris appartient au passé. Les autoroutes, par exemple, assurent une remarquable couverture territoriale. Par ailleurs, la France s'intègre de plus en plus au grand réseau européen, tunnels sous la Manche, LGV Thalys et Eurostar. Notez cependant ce point important. Les points d'entrée et de sortie des réseaux à grande vitesse sont plus rares que ceux des réseaux traditionnels. L'espace français devient donc discontinu avec des effets tunnels qui isolent les espaces traversés mais non desservis. Ces espaces étant estimés à 20% du territoire sur lesquels vivent 8% de la population. Concernant les réseaux de communication, ce sont eux qui ont connu sans doute le plus fort développement depuis 30 ans grâce aux TIC, technologies de l'information et de la communication. En 2010, déjà, un Français sur deux achetait sur Internet. Les TIC comportent également des effets métropolisants. Les réseaux à très haut débit sont encore concentrés dans les grandes métropoles, principalement à Paris. Concluons. À toutes les échelles, les mobilités sont sans cesse plus nombreuses et diverses, générant des effets majeurs sur le territoire et les réseaux de transport. Il faut noter cependant que ces réseaux à haute performance, ainsi que les TIC, ont tendance à renforcer la métropolisation du territoire. La connexion du territoire français n'est pas uniforme. L'Europe entre unité et diversité. L'essentiel du cours. À l'heure où l'Union européenne traverse une crise identitaire majeure, comment peut-on définir l'Europe? Qu'est-ce qu'être européen? Intéressons-nous d'abord au continent. Ses limites maritimes sont assez claires. Océan glacial arctique au nord, océan Atlantique à l'ouest, Méditerranée au sud, malgré des liens migratoires forts entre les rives nord et sud. Quant aux limites continentales, elles sont plus politiques que physiques. L'Oural n'est pas une barrière. Sur ce continent, en dépit d'une évidente diversité de peuples et de milieux, des courants culturels se sont affirmés, construisant peu à peu l'unité de la civilisation européenne. Une unité artistique avec l'expansion dès le Moyen Âge de l'art roman, de l'art gothique, puis de l'art de la Renaissance. Une unité idéologique fondée sur les héritages grecs, romains, chrétiens, et qui transparaît dans ces deux courants de pensée européens que sont l'humanisme et les Lumières. Sur le plan politique, en revanche, l'Europe est le continent qui présente le plus fort morcellement. On y compte 51 États très divers par leur superficie, leur système politique, leur organisation. Les 200 langues et dialectes, ainsi que la coexistence de pratiquement toutes les religions, contribuent à cet aspect de mosaïque. Que dire maintenant de la population européenne? Retenez d'abord ces deux chiffres. La population de l'Europe totalise environ 740 millions d'habitants, soit 7% de la population mondiale. Cette population vit essentiellement dans des villes. Le taux d'urbanisation est de 70%, avec un réseau urbain très dense. 4 agglomérations, Paris, Londres, Moscou et Istanbul, comptent autour de 10 millions d'habitants. De l'Angleterre à l'Italie du Nord, la mégalopole centre-européenne est l'espace le plus densément peuplé de tout le continent. Notez ce fait important. La population européenne ne progresse plus aujourd'hui que très lentement. Les perspectives sont même celles d'un déclin démographique. Cette baisse démographique est à mettre en relation avec un indice de fécondité très bas. Le vieillissement de la population est inéluctable. Les plus de 65 ans représentent déjà autant que les moins de 15 ans. Le développement des migrations, seule solution envisageable, est pourtant mal accepté. Dans l'esprit collectif, l'Europe signifie de plus en plus Union européenne.
Comment s'est-elle construite? Rappelons d'abord quelques dates clés. 25 mars 1957, signature du traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne, CEE, et le marché commun, avec 7 pays membres. De 1973 à 1995, élargissement au reste de l'Europe occidentale. Entre 2004 et 2007, intégration de la plupart des pays d'Europe orientale. L'Union européenne compte aujourd'hui 27 membres. Les réalisations sont nombreuses. Sur le plan institutionnel, la création du Conseil européen en 1974, l'élection du Parlement au suffrage universel direct en 1979, la signature du traité de Maastricht en 1992 qui crée une citoyenneté européenne et donne naissance à l'Union européenne. En 1995, le traité de Schengen autorise la totale liberté de circulation des personnes. En 2002, est lancée une monnaie commune, l'euro. L'avenir de l'Union européenne passe à présent par un approfondissement des compétences des instances européennes et la poursuite des élargissements. Nombreux sont les candidats. La Turquie, depuis 1987, les États de l'ex-Yougoslavie, l'Islande, prévue pour 2012. L'UE joue aujourd'hui un rôle considérable, notamment en ce qui concerne le développement régional. Il est vrai qu'une dissymétrie fondamentale apparaît entre l'Europe du Sud et surtout de l'Est, qui sont en dessous de la moyenne, et l'Europe de l'Ouest et du Nord. Les politiques régionales de l'UE tentent de corriger ces disparités. Avec l'entrée de nouveaux États globalement plus pauvres, sont lancés les programmes d'aide aux régions en retard de développement. Cependant, les résultats sont pour le moment peu satisfaisants. Les inégalités régionales ne reculent que très lentement. Les programmes transfrontaliers, en revanche, sont une réussite incontestable. Il faut savoir que les régions frontalières comptent pour 15% du territoire et 10% de la population de l'Union. Longtemps symbole de fermeture, les frontières intérieures de l'UE ont changé de signification avec la mise en place, à partir de 1990, des programmes Interreg, dont l'objectif est de promouvoir le développement économique, la recherche, la culture ou encore le tourisme transfrontalier. Parmi les réussites manifestes figure l'Eurorégion Saar-Lor-Lux, symbole de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Au total, l'Europe est le résultat d'une construction historique qui prône l'unité dans la diversité. La construction européenne actuelle ne fait que continuer cette tendance pluriséculaire en la rendant plus apparente et parfois contraignante. Les territoires ultramarins de l'Union européenne. L'essentiel du cours. Deux questions au menu de ce podcast. Quels sont les problèmes spécifiques des territoires ultramarins de l'Union européenne? Quelles réponses celle-ci tente-t-elle d'y apporter? L'Union européenne compte 34 territoires ultramarins. 8 ont le statut de région ultrapériphérique, ou RUP. Ils font partie intégrante de l'Union européenne. 21 sont classés parmi les pays et territoires d'outre-mer, ou PTOM. Ils sont liés à un État membre de l'UE, mais ne sont pas membres de l'UE à part entière. 4 territoires ont un statut spécifique, c'est le cas de Jersey. Parmi les RUP, on trouve les 5 départements d'outre-mer français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, les Canaries, Madère et les Açores. Héritage des empires coloniaux européens, ces territoires ultramarins sont presque tous insulaires, à l'exception de la Guyane. Leur biodiversité est grande, les aléas naturels, cyclones, tsunamis, volcanisme, séismes, y sont fréquents. On y dénombre un peu plus de 6 millions d'habitants. L'exiguïté insulaire
entraînent souvent de fortes densités, mais d'autres territoires sont quasiment vides. La population est en général croissante et compte presque toujours une forte proportion de jeunes. Dans ces régions, l'insularité pose des problèmes spécifiques liés à l'échelle des territoires, souvent trop petits pour s'autosuffire. La distance renchérit notablement les prix, notamment ceux des produits alimentaires importés. L'isolement de ces territoires est double, isolement par rapport aux métropoles, du fait de la distance, et isolement par rapport à l'environnement régional, en raison des liens avec la métropole. La plupart font figure de régions en retard par rapport aux standards de l'Union européenne. Le PIB moyen des RUP ne représente que 77% du PIB moyen de l'Union européenne. Cependant, ces territoires jouissent d'une richesse relative dans leur région grâce aux aides, nationales ou européennes, et prestations sociales. Les économies ultramarines sont de fait très fragiles. Ceci s'explique par l'absence de matières premières, le faible niveau de formation, l'étroitesse du marché intérieur, les coûts liés à la distance. Les taux de chômage sont souvent élevés. La dépendance envers les métropoles est forte. Les activités sont souvent dirigées depuis l'extérieur, c'est le cas du centre spatial guyanais, et sont en général peu compétitives face à la concurrence régionale. Quelle est alors l'action de l'Union européenne sur ces territoires si particuliers? Les enjeux existent. Ces territoires représentent le moyen pour l'UE de conserver une présence sur tous les océans du globe. Les ressources des zones économiques exclusives liées à ces territoires sont prometteuses, riches en biodiversité. L'objectif affiché est celui de la convergence. Les RUP vont ainsi recevoir 7,9 milliards d'euros de subventions européennes entre 2007 et 2013 qui vont permettre de financer des projets d'infrastructures, routes, voies ferrées, ports, aéroports, hôpitaux, universités. L'Union fournit également une aide Optum. Récapitulons. Malgré une grande diversité apparente, les 34 territoires ultramarins de l'Union européenne présentent de nombreuses caractéristiques communes. Ils rassemblent sur des superficies généralement peu étendues des populations souvent denses et encore jeunes. Leur pauvreté globale apparaît relative dans leur environnement régional. Mais leurs économies sont fragiles et fortement dépendantes en dépit des aides des métropoles et de l'Union européenne. La France dans la mondialisation, l'essentiel du cours. La France compte-t-elle encore dans le monde actuel? A-t-elle encore les moyens de ses ambitions? C'est une vraie question. Et d'abord, la France est-elle encore une grande puissance économique? Avec 65 millions d'habitants, moins d'1% de la population mondiale, la France a le 8e PIB du monde. La croissance de ce PIB est toutefois bien molle. Le pays est la 5e puissance commerciale mondiale, toujours compétitive dans les services, surtout grâce au tourisme. Cependant, il est structurellement déficitaire dans les échanges de biens et n'est plus que 5e destination mondiale des investissements directs à l'étranger, IDE. Dernier aspect de cette puissance, les grandes entreprises françaises comptent encore 39 représentantes parmi les 500 premières mondiales. Mais la plupart sont des firmes largement internationalisées dont l'essentiel des bénéfices est aujourd'hui réalisé hors de France. On voit que le bilan est bien nuancé. Le bilan est-il plus positif sur les plans politiques et militaires? Là encore, il semble que les ambitions soient plus vastes que les moyens. Héritage de son empire colonial, l'outre-mer français donne au pays des points d'appui partout dans le monde.
Mais cet héritage est contesté par endroits, par exemple par les mouvements indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. La France reste une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, et garde une audience encore importante dans les institutions internationales, G8, FMI, OMC par exemple. Sa puissance militaire est réelle, avec une armée professionnelle équipée d'armements de pointe. Mais ses interventions militaires se font surtout dans ses ex-colonies d'Afrique ou via une participation à une coalition, en Afghanistan ou en Libye récemment. De fait, c'est sur le plan culturel que le soft power à la française conserve le plus d'atouts. Le rayonnement mondial de la France est encore incontestable sur le plan culturel en raison d'un héritage historique exceptionnel. Un héritage qui est d'abord celui de valeurs, celles inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'héritage colonial fait par ailleurs du français la langue officielle de 29 pays et de 175 millions de personnes. Notez cependant que la langue française n'est plus aujourd'hui que 9e et que son usage international diminue. La France reste surtout la patrie d'un certain art de vivre qui fascine les élites du monde entier à travers la gastronomie, la mode, le luxe, les arts et la littérature. Ce soft power se manifeste bien à travers une activité où la France est numéro 1 mondial, le tourisme. La France est en effet le premier pays récepteur, presque 80 millions d'étrangers par an. Il est vrai qu'elle a des atouts considérables en la matière. Une situation de carrefour entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, des équipements de très haut niveau, des paysages qui permettent tous les types de tourisme, balnéaire, montagnard, vert, et un patrimoine culturel unique au monde. Au premier rang pour toutes les activités, Paris représente une ville à part, une ville dite mondiale. Les villes mondiales sont celles qui jouent un rôle de commandement grâce à leurs infrastructures et leur capital humain. En tête, New York, Londres et Tokyo. Paris est en général classé en 4e position. Avec plus de 10 millions d'habitants, Paris est une ville de pouvoir, exécutif, législatif, judiciaire. Sa fonction de commandement s'illustre également dans la présence de sièges de grandes organisations internationales. Paris et sa région, l'Île-de-France, créent 29% du PIB français. Les emplois qualifiés y sont surreprésentés. S'y développent le tourisme, la mode, la finance, mais aussi des secteurs économiques porteurs comme le numérique, la santé et le design. Quelques idées clés à retenir. La France conserve donc des positions économiques et commerciales encore enviables. De son histoire, elle conserve un héritage politique et militaire impressionnant. Mais ses ambitions paraissent désormais en décalage par rapport à ses moyens. C'est surtout au plan culturel qu'elle conserve un soft power majeur, comme le montre sa première place touristique mondiale ou le rôle exceptionnel de Paris, dont les fonctions centrales s'exercent tant à l'échelle nationale que planétaire. L'Union européenne dans la mondialisation. L'essentiel du cours. L'Union européenne est-elle toujours une puissance majeure ou est-elle sur le déclin? C'est une question qui se pose aujourd'hui. On peut d'abord se rassurer en constatant que l'Union européenne est encore la première puissance économique et commerciale du monde, avec 28% du PIB mondial, 20% de la production industrielle et l'agriculture la plus intensive du monde. L'UE est aussi une puissance ouverte et commerçante, avec 40% du commerce mondial de marchandises. Dans les services, elle assure 25% des échanges internationaux, avec des points forts dans le tourisme et les services financiers.
Sa puissance se mesure aussi à l'activité de ses firmes transnationales. Un tiers des 500 premières mondiales sont européennes. Sur quoi repose cette puissance économique et commerciale? Avec un peu plus de 500 millions d'habitants à fort niveau de vie, l'Union européenne est l'un des 2 marchés de consommation majeurs de la planète, avec un excellent niveau de qualification de la main-d'œuvre, des réseaux de transport modernes et la garantie d'état de droit. Les dynamiques de l'intégration européenne participent à cette puissance. L'Union a impulsé la politique agricole commune, de grands projets industriels, Airbus, Ariane, l'unification monétaire de 2002 avec la création de l'euro. Mais la puissance de l'UE connaît des limites. Le vieillissement, très avancé, entraîne des problèmes de financement. La récente crise de la dette montre la limite d'un système social européen à bout de souffle. L'Union souffre de dépendance aux matières premières ou à l'énergie, d'un certain déclin dans la recherche-développement, d'une croissance économique molle. Face à l'Union européenne, la concurrence des pays émergents, où la main-d'œuvre est moins chère, l'esprit d'entreprise plus vif, les normes moins contraignantes. Le Northern Range constitue la principale interface de l'Union européenne avec le reste du monde. Quels en sont les caractères et les atouts actuels? Qu'est-ce que le Northern Range? Du Havre à Hambourg, c'est une série de ports regroupant la gamme complète des activités océaniques qui réalisent 50% du trafic maritime européen. La réussite du Range tient à son rôle d'interface principale de l'Union européenne. L'Hinterland est constitué par l'axe rhénan, épine dorsale de la construction européenne. Les ports du Range sont ainsi devenus de gigantesques plateformes multimodales. De très importantes zones industriello-portuaires s'y sont constituées, avec des activités de raffinage, de chimie, de sidérurgie sur l'eau. Notons cependant que le trafic transatlantique est en baisse et que la maîtrise de la manutention portuaire est devenue le fait de grandes compagnies transnationales, souvent asiatiques. De l'autre côté de l'Europe, quelle relation l'Union européenne entretient-elle avec les espaces sud-méditerranéens? Entre les rives nord et sud de la Méditerranée existent d'importants différentiels. Des différentiels démographiques, les pays de la rive nord vieillissent. Au sud, la croissance se situe encore autour de 2% par an. Et des différentiels économiques également. Les pays du nord sont nettement plus riches. En raison de ces différentiels, la Méditerranée fonctionne comme une interface, avec des migrations de travail des pays pauvres du sud vers les pays riches de l'Union qui se doublent de mouvements touristiques dans le sens nord-sud, avec des échanges de marchandises de type centre-périphérie, produits agroalimentaires et manufacturés du nord vers le sud, hydrocarbures et matières premières du sud vers le nord. Mais la Méditerranée est aussi une frontière fermée entre l'espace Schengen et les pays de la région, zone de départ et de transit pour les immigrants illégaux. Les contentieux historiques, culturels, religieux ne manquent pas. Passé colonial, franco-algérien, terrorisme islamiste. Des efforts sont cependant faits pour promouvoir l'intégration de la zone méditerranéenne dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne. Depuis 1995, le processus de Barcelone a mis en place un partenariat euro-méditerranéen. L'Union pour la Méditerranée semble, elle, au point mort. Mais les révolutions démocratiques du printemps arabe pourraient changer la donne. Concluons. L'Union européenne conserve des positions économiques et commerciales très fortes dans le monde, quoiqu'en déclin régulier. Le Northern Range est à l'image de cette dynamique et de ce déclin relatif. Avec la rive sud de la Méditerranée, le différentiel économique est tel que l'Union européenne entretient toujours avec cette zone des relations de type centre-périphérie.